Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui est assez fourni parce que j'ai beaucoup lu la semaine passée. Voilà le bilan d'une semaine de lecture, franchement j'en reviens pas. J'ai lu à une vitesse incroyable tous ces romans et je suis impressionnée. Donc on va passer tout de suite du coup aux chroniques de tous ces romans. Globalement j'ai fait plutôt des très bonnes lectures. Ça a commencé la semaine un petit peu mitigée, mais tout le reste était vraiment génial. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça parce que j'ai fait vraiment des super découvertes. Le premier roman que j'ai lu, c'est le tome 1 d'une trilogie qui s'appelle Les 4 lieux, et donc là c'était Les Terres exilées de Laura Bettini et c'est un roman auto-édité. J'avais été plutôt intriguée par ce roman puisque la quatrième de couverture faisait apparaître une jeune fille qui va dans sa cuisine et qui tombe nez à nez avec un loup géant aux pupilles d'émeraude, et ensuite elle va se rendre compte qu'elle appartient à un autre monde et donc plein de péripéties, plein de péripéties. Pour le coup, ça me tentait pas mal, je trouvais assez mystérieux le coup du loup qui apparaît dans la cuisine. Enfin, il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup dans ce roman, mais je dois avouer que j'ai été un petit peu déçue. En fait, Lina, elle s'est toujours un petit peu sentie en marge de son univers, de son quotidien. Elle a pas énormément d'amis au lycée, ça se passe pas très bien dans sa famille. Le seul atout et allié qu'elle a finalement au sein du cocon familial, c'est son frère, sauf que là, il part de la maison. Donc on sent que ça va pas trop, qu'elle fait pas trop comme les filles de son âge, etc. Et donc petit à petit, elle va avoir l'impression d'entendre des voix, elle va avoir plusieurs fois l'impression de voir ce loup. Elle comprend qu'il y a quelque chose qui va pas trop, elle se dit bon bah c'est bon, je suis dingo, tout va bien. Et en fait un jour elle tombe nez à nez avec ce loup et quelques temps plus tard, eh bien elle va être attirée par une énorme lumière un petit peu verte, une sorte de portail, et elle arrive donc dans un univers différent et elle va apprendre que elle a un petit destin particulier et que finalement elle n'est pas n'importe qui. On apprend alors que Lina ainsi que 3 autres adolescents de son âge sont les gardiens des terres exilées et qu'une prophétie ancienne considère que les gardiens seuls vont arriver dans cet univers et pourront être les seuls à rétablir la paix. Donc on découvre leur premier pas dans ce nouveau monde qui est le dernier territoire encore en paix, et c'est plutôt fragile. Donc on se demande en fait quel est le mal, pourquoi il y a des guerres. Et bien à l'origine, il y avait une déesse qui était la déesse du feu, de l'air, de l'eau et puis d'un quatrième élément que j'oublie à chaque fois. Et donc, puisque son pouvoir était un petit peu, comment dire, envié, elle avait décidé de partager ce pouvoir en donnant à des familles particulières, donc la royauté dans les 4 territoires. Elle leur avait confié un joyau d'émeraude et ils étaient donc censés protéger et représenter en fait un des éléments et une des divinités. Sauf que forcément tout s'est pas passé comme il devait se passer et que des mages sombres et puissants ont essayé de s'emparer de ces joyaux, d'apporter le chaos, etc. Donc les gardiens qui arrivent sont en fait les descendants cachés de ces familles un petit peu anciennes et historiques et vont devoir rétablir la paix, sachant qu'ils se découvrent tous des pouvoirs un petit peu particuliers. On a un télékinésiste, on a une télépathe, on a un illusionniste je crois, et donc ils vont devoir rétablir la paix et combattre les mages. C'est un résumé qui, je pense, est un petit peu fouillis, tout simplement parce que pour moi, ce roman était fouillis. Il faut savoir que, je pense que si vous êtes ici, vous le savez déjà, mais je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup, j'ai pas forcément d'efforts particuliers à faire pour rentrer dans des univers. Pour moi, la lecture, c'est facile, enfin, ça reste quand même quelque chose de simple et de naturel, donc j'ai pas vraiment de problème particulier à rentrer en général dans les univers. Donc souvent, et c'est pas par prétention que je le dis, mais si j'ai du mal à vraiment restructurer mes propos, c'est que au sein de ma lecture ça n'a pas été franchement super clair. Moi ce roman, honnêtement, il m'a frustrée. Il m'a frustrée parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de créativité, qu'il y avait un très bel imaginaire qui se cachait derrière ça. J'ai beaucoup aimé que dans le territoire où ils arrivent en paix,
en fait tous les habitants ont un petit peu les us et coutumes d'une période différente. Donc il y en a qui vont être habillés super futuristes, mais en même temps il y en a qui vont être habillés comme s'ils étaient encore au Moyen-Âge. Et d'un autre côté il y a des petites boutiques qui vont vendre toutes les spécificités, tout l'électronique des humains. Mais on n'a pas d'explication là-dessus par exemple. Et ça c'est un petit peu bête. En fait il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Par exemple Lina, en fait on va pas du tout, l'auteur ne prend pas le temps de construire sa personnalité, ne construit pas le personnage, ce qui fait que toutes ses réactions sont mais super clichés. Par exemple c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance, on se rend compte qu'elle est pas bien chez elle, enfin il y a tout un contexte un petit peu particulier, on sent que c'est pas le vilain petit canard de la famille, mais voilà qu'elle a un peu de mal à s'intégrer. Et dès qu'elle arrive dans ce nouveau contexte, ce nouvel univers avec 3 gamins qui vont censés être les gardiens avec elle, direct elle te sort je sentais déjà que c'était comme ma nouvelle famille. Non, en fait si c'est quelqu'un qui a du mal à s'intégrer, qui s'entend pas avec sa famille, ça matche pas. En fait les gamins ils se sont parlé 2 fois et là bizarrement c'est les meilleurs potes du monde, donc ça sonnait pas bien. C'est pareil, il y a un petit peu dans la bande l'ado un peu ténébreux, le gars un peu sombre qu'on a un petit peu du mal à cerner, direct on sent le truc super cliché entre les deux. Enfin, en fait j'ai trouvé que tout était extrêmement cliché, et pas forcément parce que il n'y avait pas de... que c'était pas original ou quoi, mais c'est juste parce qu'en fait on prenait pas du tout le temps de créer les personnages, on prenait pas du tout le temps de créer l'univers, et du coup tout était franchement super cliché. Et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est un livre fantastique qui installe un univers assez riche. Il y a 4 royaumes, il y a des familles un petit peu ancestrales, il y a une légende derrière, une prophétie, il y a un univers particulier. On arrive, enfin c'est quand même un contexte qui est assez innovant on va dire, et normalement dans les romans on va dire de fantasy, il y a toujours quand même des premières pages qui permettent de créer l'univers, qui permettent, je ressemble à un vampire, qui permettent du coup de créer l'univers, d'installer l'ambiance, sauf que là il n'y a rien, et en fait en lui-même le roman fait 380 pages, pour moi c'est pas assez pour un premier roman d'une trilogie fantastique. Il faut créer l'univers, il faut forger les personnages, et c'est pareil d'ailleurs, tous les autres personnages, on n'explique pas d'où ils viennent, enfin peut-être sur une page, on n'explique pas leur personnalité, du coup toutes leurs réactions sont super clichés. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, mais en fait c'était fait tellement vite que c'était brouillon et que c'était cliché parce qu'on n'avait pas l'explication derrière, et du coup ça tombait à chaque fois comme un cheveu sur la soupe. Moi j'ai trouvé ça super dommage parce que voilà, il y a tout un univers avec des créatures, avec un contexte géographique, avec un système de magie aussi qui est quand même super particulier, avec ses joyaux, avec chacun a un pouvoir particulier, que les mages en fait ils sont élémentaristes, qui peuvent puiser dans les talents on va dire de telle ou telle personne, et telle ou telle personne qui a de la magie et un don particulier. Donc c'était super intéressant, mais en même temps c'était mal réalisé. Pour moi ça c'est, je sais pas comment dire, mais c'est un peu le brouillon. Enfin c'est les premiers trucs qui sont déposés et ensuite ça devait être étoffé. Et si ça avait été étoffé, je pense que ça aurait été un très bon roman fantastique. Mais pour moi il est beaucoup trop pauvre, il est pas assez construit, et j'ai un peu ce sentiment de frustration parce que je me dis c'est du gâchis, parce que ça aurait pu être super bien. Donc voilà, c'est un peu une déception, et c'est aussi une frustration parce que c'est d'effleurer quelque chose qui aurait pu être vraiment super cool, et en même temps qui a été pour moi, je vais pas dire que ça a été bâclé, mais il y avait plus de temps en fait à donner, il y avait plus de pages à mettre, enfin voilà, c'est un petit peu triste, mais pendant toute ma lecture je me disais c'est cool, mais en fait ça pourrait être très bien. Voilà, c'est un peu le mot, c'est que ça pourrait être très bien, mais je pense qu'il est à retravailler. J'ai essayé de bouger la caméra pour un petit peu moins ressembler à un vampire, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais en tout cas pour mes prochaines lectures j'ai lu le tome 1
et le tome 2 des Sœurs Mitford, édité aux éditions du Masque par Jessica Fellows, et c'était super cool. Bon, je vais quand même vous résumer les 2 tomes. Donc dans le premier, on découvre un petit peu, alors déjà il y a un prologue, enfin une préface qui est très intéressante à lire, qui explique qui sont les Sœurs Mitford et bien qui est la famille Mitford, puisqu'ils ont vraiment existé. Et la famille Mitford était un petit peu particulière, c'était une famille de l'aristocratie anglaise, mais tous les membres étaient un petit peu fantasques, ils ont eu des destins particuliers, enfin en tout cas ils étaient assez connus pendant les années 20, et en fait les histoires ne sont pas forcément, enfin c'est pas les Sœurs Mitford vraiment qui enquêtent, mais en tout cas ça prend racine dans le milieu des Sœurs Mitford et c'est super intéressant. En fait, on va suivre Louisa qui rencontre une vieille amie dans la rue accompagnée de Nancy Mitford, donc une des des filles Mitford les plus âgées, et elle lui apprend que la famille Mitford recherche une bonne d'enfant. Donc Louisa prend note, sauf que on se rend compte qu'elle vit dans un contexte un peu particulier, son père vient de décéder, elle vit seule avec sa mère qui travaille dans une blanchisserie et qui peine à joindre les 2 bouts, et malheureusement elles vivent un petit peu sous la dépendance de leur oncle qui s'est incrusté dans la famille, qui est quelqu'un de malveillant, qui trempe dans des mauvaises affaires, qui dans des trafics, enfin c'est quelqu'un d'un peu abusif dans tous les sens du terme, et en fait elle se sent un petit peu mal d'abandonner sa mère, donc pour le coup elle pense pas trop à ce poste de bonne d'enfant, sauf qu'un soir son oncle la tire du sommeil pour l'emmener devant un homme et lui dire je lui dois une grosse dette d'argent, tu vas donner ton corps, ma petite cocotte. Donc forcément, Louisa commence à comprendre que il faut qu'elle fasse quelque chose. Donc elle envoie sa candidature à la famille Mitford. Elle n'a pas encore de réponse, sauf qu'un jour, son oncle la kidnappe, il l'emmène de force à la gare pour prendre un train. Elle comprend qu'elle va être amenée dans la maison d'un homme pour du coup payer la dette de son oncle. Et elle voit dans sa poche une enveloppe estampillée Mitford, et elle comprend que c'est peut-être la réponse pour un entretien. Donc elle est sous contrainte, elle sent qu'il n'y aura pas de bonne issue avec son oncle à cette histoire. Donc elle décide de sauter du train entre 2 escales. Enfin voilà, le train n'était pas à Donf. Elle quitte le train et grâce à Guy Sullivan, donc un officier de police de la gare, eh bien elle peut aller à son entretien. Et elle se fait donc embaucher comme bonne d'enfant au sein de la famille Mitford. Donc elle va faire ses premiers pas, et là on découvre tout le millefeuille des domestiques dans cette grande demeure, avec les domestiques qui regardent toutes les belles étoffes, les belles robes et les coiffes des habitants de la maison. Elle tisse des liens, elle tisse d'ailleurs beaucoup de liens avec Nancy Mitford, qui est une jeune femme assez étonnante, qui pense quand même un petit peu à son entrée à la société, à se trouver un mari, mais qui en même temps écrit sous un pseudonyme masculin dans un journal des enquêtes un petit peu mystérieuses et glaçantes, et qui a une personnalité assez rigolote. Et donc un beau jour, Louisa apprend le meurtre de Florence Nightingale, qui a été tuée dans le train dans la même station de gare où elle s'est enfuie. Elle a été tuée sauvagement en étant frappée, battue à mort. Et Florence Nightingale était une infirmière de guerre très respectée qui ne faisait que le bien. Donc forcément, quand Nancy Mitford apprend ça, eh bien ça l'intéresse énormément. Elle se demande, elle se dit mais c'est bizarre, il n'y a pas de mobile. En plus de ça, l'affaire est classée sans suite et il demeure beaucoup de questions sans réponse. Donc elles vont s'intéresser un petit peu à ça, sachant que pour Louisa, il y a forcément quelque chose entre son départ de la gare à ce moment-là et le meurtre de Florence Nightingale. Donc elle se sent un petit peu impliquée dans cette histoire, et ainsi avec l'agent Guy Sullivan, ils vont essayer d'enquêter sur le meurtre de Florence Nightingale, et c'est vraiment très intéressant. Moi j'ai adoré ce contexte, on est quand même dans le Londres d'après-guerre, pendant les années 20, c'est l'hiver, il fait froid, on a cette domestique qui fait tout son petit travail dans la maison avec tous les petits secrets, les discussions avec les autres membres du coup de la demeure Mitford, et ensuite on entend le thé chaud qui est versé, le nuage de lait et les brioches chaudes, et j'ai adoré ce contexte d'enquête que j'ai trouvé vraiment super.
Alors comme je le dis souvent pour les cozy murder, pour ce genre de choses, si vous lisez du thriller et que vous cherchez un truc hyper intense, c'est peut-être pas ça. Là on n'est pas vraiment dans un cozy murder, mais j'ai quand même un petit peu l'impression que c'est... Vous voyez, derrière il y a toute une ambiance, si vous aimez les Agatha Christie, bah c'est un peu dans le style, vous voyez, une enquête dans une période historique, bon voilà, là dans les années 20. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça et j'ai trouvé que c'était super intéressant, donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai trouvé que c'était pas forcément tout de suite évident de savoir qui avait tué, enfin en tout cas l'intrigue était vraiment sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, vu que j'étais super emballée, j'ai enchaîné direct avec le tome 2 des Sœurs Mitford, le gant, l'assassin. Oh mais je vous ai montré le mauvais depuis tout à l'heure, bon c'est pas grave, donc ça c'est l'assassin du train. Et ça c'est le tome 2, le gang de la Tamise, où on suit du coup Louisa qui est toujours au sein de la famille Mitford, qui va rencontrer du coup la domestique d'une amie de Nancy Mitford, qui va un peu se lier d'amitié avec elle parce qu'elle se dit bon bah voilà on a un petit peu la même condition, et c'est un peu difficile pour Louisa puisque sa seule amie est Nancy, sauf qu'il y a quand même un gros problème de classe sociale entre elles, et finalement elle reste toujours la domestique et la bonne d'enfant. Donc elle va se lier d'amitié avec Dulcie, qui est du coup la bonne d'une amie de Nancy, et en fait Dulcie va lui apprendre en fait qu'elle essaye de quitter un gang, puisque on apprend qu'il y a le gang des 40, un gang de femmes un petit peu mafieuses qui ont toute une armée de jeunes filles qui ont été abandonnées, qui étaient dans la rue, qui volent, qui sont impliquées dans des trafics, etc. Enfin, c'est vraiment une mafia féminine assez... je vais pas dire assez sympa parce que ça reste une mafia, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce contexte où c'est pas les hommes qui dominent, c'est une femme à sa tête, Alice Diamond, qui a ses énormes manteaux de fourrure et qui arrive dans les boîtes de nuit un peu cachées avec toutes ces filles gardes du corps super badass. Et donc Dulcie lui explique que sa sœur faisait partie de ce gang et elle a décidé de se ranger pour pouvoir se marier, chose qui n'a pas forcément été très appréciée par le gang parce qu'elles ont un petit peu peur qu'elle vende la mèche. Et quand elles apprennent que Dulcie veut également arrêter de faire partie du gang, eh bien elle doit payer une dette. Donc Louisa, qui vraiment se lie d'amitié avec elle, va essayer de l'aider, et notamment elle apprend que elle va demander de l'argent à un invité de Nancy Mitford, puisque une des jeunes filles Mitford va fêter son anniversaire et Nancy s'empare de l'occasion pour faire une énorme fête qui vire en chasse au trésor un petit peu glauque à la tombée de la nuit, et ce de manière déguisée. Donc on est dans un contexte un petit peu glaçant, il fait sombre, on sait qu'il y a des indices cachés dans une vieille partie du parc, il fait super sombre, il y a une église, il y a la pierre qui est froide et glissante. On est dans ce contexte, ils sont tous déguisés, et en fait Dulcie est retrouvée à côté du corps de Adrian qui a été tué, donc un invité des demoiselles Mitford, sauf que Dulcie a été entendue et a été frappée par Adrian juste avant, donc elle fait le coupable parfait, donc elle va être emprisonnée, sauf que Louisa va comprendre que elle n'est pas du tout responsable de ce meurtre et va essayer de blanchir son nom et bien de l'innocenter, et ce toujours en compagnie de Guy Sullivan et de Nancy Mitford, qui met son nez absolument partout avec une personnalité franchement que j'ai adorée. Donc voilà cette deuxième enquête que j'ai encore plus aimé peut-être, enfin je sais pas, j'ai adoré vraiment le contexte, enfin je trouvais que c'était parfait parce que il y avait tout ce côté un petit peu mystérieux, un peu glauque de la chasse au trésor déguisée, où il y a des meurtriers, où il y a des gens avec des capuches sombres et des capes noires mais on sait pas trop qui c'est. Enfin, j'ai trouvé que c'était super bien, mais encore une fois j'ai beaucoup aimé. Je me suis pas... J'ai eu un petit doute quand même pour le meurtrier, mais en tout cas je me suis laissée porter avec plaisir dans toute cette résolution de l'enquête. Enfin moi j'adore ce contexte, j'adore Louisa, j'adore le contexte des sœurs Mitford, de la grande demeure, des réceptions où les domestiques s'affairent, où les maîtres s'habillent des plus belles robes, où en plus de ça, ce qui était assez sympa dans celui-là, dans le tome 2, c'est que le gang des 40 opérait dans des espèces de nightclubs, des trucs comme ça, donc on va découvrir tout ce que j'aime dans les années 20
2020, ces soirées magnifiques avec ces robes de perles et de paillettes et de plumes, avec ces joueurs de jazz et ces soirées où on s'enivrait et où on dansait jusqu'à pas d'heure. Et il y a tout ce contexte-là dans ce roman également, avec toute une question aussi et une place de la femme, moi que j'ai beaucoup aimé dans celui-là. C'était fait sans donner de leçons, mais c'était très bien fait, hein. Le fait qu'il y ait la mafia féminine, que toutes les meufs elles soient super badass et qu'elles aient pas besoin des hommes, moi j'ai adoré. Donc j'ai vraiment adoré ce concept et voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et je suis très contente d'avoir le tome 3 dans ma palle. J'attends un petit peu parce que forcément j'ai dû en lire 2 en 2 jours, donc du coup je me calme un petit peu, mais j'adore, j'aime énormément. Donc si vous aimez les sagas historiques, si vous aimez les trucs de famille quand il y a des domestiques, tout ça, si vous aimez la Villa aux étoffes parce que j'arrête pas de vous saouler avec ça, si vous aimez les Agatha Christie, si vous aimez les Cozy Murder, bim, c'est fait pour vous, les Sœurs Mitford, c'est trop bien. Ensuite j'ai lu Le secret d'Helena par Lucinda Riley aux éditions Charleston. Alors moi j'aime beaucoup Lucinda Riley, qui pour moi est vraiment la reine anglo-saxonne des secrets de famille, des secrets d'histoire, des sagas historiques, de tout ça. J'aime beaucoup ce qu'elle avait. J'ai encore jamais lu la saga des 7 sœurs. J'en ai pas mal en fait que j'avais trouvé à Nose, sauf que j'ai pas le tome 1. Donc vu que j'ai pas le tome 1, c'est un petit peu compliqué de commencer. Et puis voilà, je sais qu'apparemment on peut les lire un petit peu distinctement, mais j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Mais en tout cas j'avais adoré L'Ange de Marchmont Hall, j'avais adoré La Lettre d'amour interdite. Enfin bref, j'aime beaucoup ce que fait Lucinda Riley. À chaque fois je suis happée par ses romans. Et donc celui-ci faisait partie des sorties, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Il faisait partie des sorties là de la rentrée de Charleston, donc je l'avais demandé au moment de la rentrée et j'avais super envie de le lire, sauf qu'en fait je l'avais reçu en poche. Il est bien rangé puisque j'avais décidé de vous le faire gagner. En fait moi tous les Charleston je les ai en grand format et je préfère les grands formats en fait. J'aime pas trop les poches Charleston, donc je l'avais acheté en grand format en me disant c'est pas grave, je vous ferai gagner le petit le poche. Donc celui-là il parle de quoi? Alors déjà j'ai mis du temps à le sortir. Pourquoi? Parce que sa couverture me donnait juste envie d'attendre l'été prochain, sauf que je ne pouvais pas attendre l'été prochain et que moi depuis de toute façon septembre j'attends juste une chose, l'été indien, tout ça, j'en avais rien à faire. Tout ce que je voulais c'est lire des Cozy Murder sous mon plaid avec un thé chaud, donc j'avais pas forcément envie de le sortir tout de suite, mais finalement c'est un Lucinda Riley donc ça me tentait beaucoup, donc je l'ai sorti et franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture. En gros on suit Alex qui a je crois 25-30 ans et qui retourne à Pandora, qui était en fait la maison de vacances où ils allaient à Chypre avec sa mère et ses frères et sœurs. On sent qu'il y a un attachement particulier avec cet endroit et là bim on a un petit retour en arrière avec Alex quand il était adolescent, qu'il écrivait dans son journal et qu'ils arrivaient avec sa mère du coup à Pandora, qui était la maison du parrain d'Helena, et du coup il est décédé et il lui a légué cette maison. Donc ils ont décidé de passer des vacances en famille à Pandora et Helena et Alex viennent un petit peu en éclaireur puisqu'il y a des travaux à faire dans la maison avant que ses plus petits frères et sœurs moi j'imagine un peu des bambins n'arrivent avec le mari d'Helena, puisque Alex ne connaît pas son père et Helena s'est remariée avec William après et il y a eu 2 autres enfants. Donc on suit dans le journal d'Alex qui est un petit bonhomme, enfin un petit adolescent avec une personnalité géniale, hyper drama queen mais franchement super drôle. C'est assez sympa parce que Lucinda Riley, moi je trouve qu'elle a une superbe plume. C'est à la fois soutenu et à la fois très fluide, et là j'ai trouvé qu'elle a fait... En fait là j'ai trouvé vraiment que ce soit Alex à 30 ans ou Alex dans son journal à 15 ans ou les mémoires des uns et des autres, la plume était totalement adaptée à qui était l'interlocuteur, qui était la personne qui s'exprimait, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment brillant. Donc on suit en fait Alex qui nous raconte ses déboires, qui est pas très content d'arriver dans cette maison, qui confie sa complicité incroyable avec Bunny, sa peluche, qui d'ailleurs m'a beaucoup touchée parce que moi mon doudou c'est un lapin que j'ai depuis que je suis petite et j'ai toujours dit il me regarde et il me comprend, et ça a été mon confident quand j'étais toute petite, et qui a écouté beaucoup de mes peurs, beaucoup de choses, et à l'heure d'aujourd'hui
j'ai 25 ans et il a toujours une place essentielle dans ma vie et du coup d'avoir ce journal qui disait à peu près exactement ce que je vous ai dit, ça m'a beaucoup touchée. En plus c'était un petit lapin donc il est assez rigolo, voilà, il parle de son lapin, de ce qu'il lui raconte et tout ça, et puis aussi il parle de sa mère qui arrive dans ce nouvel événement qui a l'air un petit peu particulière, il sent qu'il y a une étrangeté dans son comportement et bim, ça va un petit peu confirmer ce qu'il pense puisque un bel homme, un beau chypriote arrive, il s'appelle Alexis et donc forcément Alex sent qu'il y a eu quelque chose entre cet homme et sa mère, il devient super possessif, on a l'impression que limite c'est sa copine qui voit un mec qu'elle connaît, donc il essaye un petit peu de questionner sa mère et il sent que sa mère botte un petit peu en touche et du coup ça fait remonter des choses en Alex qui va commencer à se poser des questions sur son père et notamment c'est peut-être un petit peu bizarre qu'il s'appelle Alexis et que lui s'appelle Alex. Donc, il commence à pas aller très très bien. Son beau-père arrive, qu'il a toujours appelé papa d'ailleurs. William, donc le mari, commence à pas aimer non plus cette relation avec Alexis qui vient, qui a l'air de la sauver pour tout, qui s'implique pour les travaux de rénovation. Enfin, on sent que c'est un petit peu l'ennemi de tout le monde et là à ce moment-là je me suis dit non mais sérieux ça va être beaucoup trop évident, franchement si c'est lui le père c'est bon, ils portent le même prénom, enfin je veux dire il y avait un appel de gyrophare à 30 km si c'était ça et là après je me suis dit attention, on parle de Lucinda Riley quand même qui est pour moi la reine des péripéties, je le dis toujours mais des secrets de famille on n'a pas 70, en tout cas on va pas accabler les gens au point d'avoir je sais pas de la pédophilie ou des trucs comme ça, donc c'est souvent une grossesse cachée, enfin bref un mari qui est là, le père de trucs, bref c'est un peu toujours la même chose et là je me suis dit même si c'est toujours la même chose, on a affaire à Lucinda Riley, ça peut pas être lui le père, c'est juste impossible. Donc j'ai continué avec une curiosité renforcée en me disant non mais franchement c'est qui, donc j'essayais de voir un peu avec tout le monde et c'était trop bien, franchement la fin je m'y attendais pas, enfin j'ai commencé à avoir des soupçons mais vraiment sur la fin j'ai adoré l'histoire d'Elena, j'ai bien aimé et c'était vraiment un super secret de famille. Moi je l'ai beaucoup apprécié avec des chouettes morales dedans et pour le coup qui sortait un petit peu des sentiers battus je vais pas dire du cliché mais en tout cas du chemin traditionnel qu'elle aurait pu prendre, donc j'étais assez contente, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette lecture. Le seul truc que qui aurait pu me faire encore plus apprécier ce roman c'est de le lire en été parce que clairement ce livre il se passe à Chypre, j'avais l'impression de sentir le soleil sur ma peau, de sentir l'huile d'olive, la feta, d'entendre de l'eau couler et les pavés blancs de Chypre sous mes sandales, donc ça aurait été encore mieux si j'avais pu le lire à une période, enfin un mois un petit peu plus chaud, mais en tout cas c'était vraiment une très 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 bonne lecture pour moi. Lucinda Riley c'est juste un incontournable, à chaque fois c'est trop bien, donc oui je peux que vous le conseiller parce que moi ça m'a changé, ça m'a fait voyager. En plus de ça Elena elle a eu un parcours de vie un peu particulier, elle est partie, je crois que c'était en Allemagne ou en Pologne, non c'était à Vienne en Autriche il me semble, puisqu'elle était danseuse classique et elle était dans un ballet, donc il y a tout ce côté artistique qui vient, on apprend petit à petit des bribes puisqu'on comprend qu'Elena elle cache un gros secret, donc petit à petit on fouille dans son passé, dans sa vie particulière, notamment avec sa mère également puisque sa mère avait aussi un secret. Et il y a plein de choses et on va voir ça et au travers du narrateur omniscient et au travers d'Alex qui, avec ses yeux d'adolescent, voit quand même 2-3 trucs qui vont pas trop, qui va aller fouiner dans les vieux tiroirs et les vieilles boîtes poussiéreuses de son parrain puisqu'il y trouve des vieilles lettres d'amour. Il y a plein de choses dans ce roman et franchement c'était passionnant, donc je vous le conseille parce que moi j'ai passé un super moment de lecture. Ensuite, j'ai lu Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio. Bon, forcément, les éditions Inceptio, ça vous dit forcément quelque chose si vous suivez ma chaîne, puisque je vous ai saoulé avec les Arcanes d'Emra. Donc, quand j'ai vu cette nouveauté, je me suis dit, oh, ça a l'air beaucoup trop bien, puisque en regardant furtivement la 4e de couverture, j'ai vu plusieurs mots-clés qui m'ont vachement tenté. Année 1900, exposition universelle à Paris, un monde avec humain et surnaturel et crime macabre. Je me suis dit...
ok, go, c'est pour moi. Et j'étais très contente de cette lecture, franchement c'était super bien. Donc on est effectivement dans Paris et dans un univers dans lequel les humains côtoient les surnaturels. Donc il y a les buveurs, les vampires, il y a des elfes de forêt, des elfes de ville, il y a des sorcières, mais il y a des créatures un petit peu plus obscures qui sont assoiffées de sang, de chair, enfin il y a plein de choses. Et donc tout ce monde-là cohabite dans un équilibre plus ou moins plus ou moins bancal, et donc on ouvre le bal avec un meurtre d'une prostituée qui est fait par un individu qui va premièrement inciser de manière chirurgicale et méthodique le corps pour récupérer certains organes, et ensuite une bête effroyable va se nourrir, déchiqueter les entrailles, bref, un crime absolument horrible. Et donc on suit Octave qui fait partie de la sûreté de Paris, donc l'équivalent un petit peu de la police, qui va enquêter sur ce crime. Et donc petit à petit il va y avoir plusieurs crimes qui vont être révélés, des cadavres toujours dans des états absolument horribles, une personne s'est faite dépecer, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe et il va creuser discrètement vers les surnaturels, mais pas du tout dans la même logique que les autres membres, on va dire, de l'ordre. Lui a beaucoup de respect et puis voilà, pour lui c'est un peu une espèce comme une autre, sauf qu'en fait il faut faire porter le chapeau et lui il veut découvrir la vérité avant d'accuser les surnaturels sans raison. Et il va faire la rencontre d'une danseuse du Moulin Rouge assez énigmatique, très hypnotique, dont la beauté ensorcelle n'importe qui, mais il va ressentir en elle quelque chose qui dépasse vraiment l'attirance physique, qui dépasse l'admiration de la beauté. Il sent que c'est un personnage un peu particulier et qu'il y a de la magie un peu bizarre en elle. Et bien on va découvrir après tout cet univers, peut-être est-elle liée à ces crimes. Il va partir du coup sur le chemin de la vérité pour essayer de savoir qui a commis ces crimes atroces. Mais au-delà de ça, ces crimes et la résolution de ces crimes, ça va l'amener sur un dessin encore plus monstrueux, puisqu'il va comprendre que des personnes tentent une symbiose entre l'humain et les surnaturels pour créer une nouvelle espèce d'humanoïde un peu particulier, et des expérimentations sur le corps humain vont être faites. Donc voilà le contexte de cette enquête dans cet univers où on a une sorcière suprême du clan du Nord, où on a un buveur qui date de l'an de Constantin, enfin c'était super bien. Franchement c'était super bien parce que ça reprenait plein de choses. Ça reprenait un petit peu de mythologie, ça reprenait un peu de contes un petit peu particuliers, ça reprenait toutes les espèces qu'on aime, enfin moi que j'aime voir dans des romans. Il y avait le côté enquête, il y avait le côté Paris un peu particulier, il y avait ce côté glauque avec les expérimentations sur les humains. En même temps il y avait toute la richesse un petit peu de l'univers et de l'historique. Et en fait, autant dans le premier livre que je vous ai présenté, Les 4 lieux, je vous disais c'est trop court, on n'a pas le temps de construire, autant ce roman-là, il faisait 320 pages, il était donc encore plus court que le premier, mais il y avait un équilibre absolument juste, qui était suffisant en termes de construction des personnages pour comprendre leur motivation, pour comprendre qui ils sont, leurs changements, on va dire, d'orientation, les choix qu'ils peuvent faire. Moi j'ai trouvé que tout était d'une logique imparable. J'ai trouvé que l'univers c'était suffisant. En fait on est dans Paris, la seule chose c'est qu'il y a des créatures qui changent, donc il n'y avait pas besoin de s'étaler beaucoup trop. Moi j'ai trouvé ça suffisant. Bon, le seul truc qui a pu, entre guillemets, c'est même pas déranger, hein, mais c'est le truc que j'ai remarqué, c'est que le premier mot de la 4e couverture c'est l'exposition universelle, et à part le fait que ça se passe à cette période et qu'un certain événement va se produire en même temps que l'inauguration de l'exposition universelle, il n'y avait pas forcément de lien. Moi je pensais qu'on serait un petit peu plus ancré à l'intérieur, mais ça m'a pas dérangé après outre mesure. Il y avait tout ce qu'il fallait. Ensuite il y a une espèce de grosse bataille de fin super épique, digne d'un roman super légendaire de fantastique. Franchement j'ai vraiment super aimé ma lecture, c'était vraiment super cool. La seule chose que j'ai à dire dessus c'est que les 80 premières pages, les 100 premières pages à peu près, il fallait être concentré. Moi alors je sais pas si c'est peut-être moi, mon état de fatigue, après ça arrive aussi, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Enfin c'était pas une lecture super fluide sur les premiers temps, mais alors après les 220 dernières pages je les ai lues
d'une traite, tellement c'était génial, tellement le rythme s'intensifiait, tellement j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Donc c'était super chouette, je peux que vous le conseiller si vous avez envie d'une lecture là dans la période un petit peu halloweenesque avec des expérimentations sur corps humain, des meurtres un petit peu dégueux. C'était pas tant dégueu que ça, parce que moi j'aime pas le gore, honnêtement, j'aime pas du tout. Là c'était juste ce qu'il fallait, donc je pense que c'est bien aussi de le préciser. Mais j'ai trouvé ça super chouette, j'ai bien aimé aussi le petit message sur les différences, hein, parce qu'on voit il y a un crime, il faut trouver un coupable, forcément c'est les buveurs. Ça rappelle quand même un petit peu des choses de l'histoire, hein. Il faut toujours trouver un coupable et souvent les minorités, c'est pour vous. Donc j'ai bien aimé qu'on ait un personnage qui cherche à contrer ça. Et il y avait une place de la femme qui était assez sympa aussi, mine de rien, plutôt bien faite. Et encore une fois, il y avait toujours ce truc que j'aimais beaucoup aussi, enfin que j'avais loué dans les arcanes d'Emra, c'est le côté pas du tout manichéen. Il n'y a pas une personne qui fait le bien, il n'y a pas une personne qui fait le mal, c'est juste des personnages avec des failles, avec des qualités, avec des défauts, et ça rend le truc super vraisemblable, super unique. Donc c'était super chouette et je peux que vous le conseiller. Enfin, j'ai lu avec beaucoup d'attente L'étonnante famille Appenzell de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, et c'était trop bien, mais la seule chose que j'ai à dire c'était beaucoup trop court. Bon, je vais évidemment pas vous refaire, tout le monde l'a eu sur Benjamin Lacombe, vous savez, hein, Benjamin Lacombe et moi, c'est une histoire d'amour. Quand j'ai vu celui-ci, honnêtement, les illustrations étaient dingues, franchement. Quand il a commencé à teaser sur Instagram, je me suis dit non mais ça a l'air juste somptueux, donc je l'avais forcément précommandé. Et alors ma première surprise ça a été de me dire franchement il est super petit, et ça j'ai été un petit peu déçue, je dois dire, parce que tous ceux que j'ai de Métamorphose, ils sont quand même toujours un peu plus épais. Là j'étais vraiment étonnée, en fait à tel point j'étais étonnée que dans le vlog précédent, enfin je sais pas trop comment les vidéos vont tomber, mais c'était le vlog de la semaine du 12 ou du 13, j'ai unboxé, enfin j'ai fait un haul de mes achats en librairie, et il était tellement petit que j'avais l'impression qu'il n'était pas dans le sac en fait, et j'ai un peu paniqué sur le moment, mais en fait non. Donc voilà, je trouve qu'il était petit, en plus voilà, 20 euros, enfin j'avais vraiment un sentiment de très petit. Mais bref, on va parler du fond plutôt que de la forme. L'étrange histoire de la famille Appenzell, elle nous est racontée par Victoria Appenzell, qui va farfouiller dans les vieux tiroirs et les vieilles boîtes de sa grand-mère Eugénie pour découvrir les photos de toute la famille et reconstituer un petit peu l'histoire de la famille Appenzell. Et donc on la découvre en fait à la genèse, on va dire, avec le couple Appenzell qui faisait partie de l'aristocratie, très portée sur les apparences, sur la richesse, sur les classes sociales, dont l'enfant en fait était tombé dans un rosier, était couvert de cicatrices, il était la honte de la famille avec ce visage déformé et avait dû porter un masque. Donc c'était un petit peu le vilain petit canard. Et puis à 17 ans, eh bien, il a rencontré une femme avec un énorme cou de girafe. Ça a été le coup de foudre, sauf que forcément pour la famille Appenzell et cette riche famille, c'était juste impensable d'avoir une telle atrocité dans la famille. Donc il s'est isolé et ensemble ils ont fondé la famille Appenzell, avec notamment leur fille qui était Eugénie, et qui avait des énormes bois de serre absolument magnifiques. C'était une femme totalement hypnotique, avec une beauté surnaturelle, tous les papillons qui viennent se poser sur ses bois. Et donc elle-même va se marier, avoir plein d'enfants avec des particularités. L'une est une mi-femme, mi-sirène, l'une est cyclope, l'autre a plein de picots, l'un est recouvert de poils, bref, une famille avec plein de particularités. Et donc Victoria va nous raconter l'histoire des uns et des autres. Alors c'est très très court, c'est peut-être la seule chose qu'on peut déplorer pour moi dans cet ouvrage, mais c'était superbe parce que pour moi ça s'est vraiment lu comme un petit conte, comme vous savez ces mémoires un petit peu à transmettre de siècle en siècle et de main en main, qui dressent le portrait d'une famille assez étonnante. Et j'ai trouvé que c'était un ouvrage plein de magnifiques messages sur les différences, l'acceptation des différences, cultiver notre singularité et éviter de se lisser dans un moule comme tout le monde. Il y a tout... En fait on aborde tellement de choses, il y a un moment donné on va aborder, enfin c'est une fois un personnage, une photo, etc. Mais on va aborder... le harcèlement scolaire, on va aborder le fait de renier qui on est pour entrer dans un moule, s'accepter, enfin
c'est tellement un beau message d'unité, d'humanité et d'acceptation du tout qu'on peut former avec toutes nos différences et nos singularités. J'ai trouvé ça superbe. Moi, il m'a beaucoup ému ce livre parce que j'avais vraiment l'impression de tenir entre les mains quelque chose avec cette beauté clair-obscur, de toujours trouver de la lumière un petit peu dans l'obscurité. Enfin, c'est ce genre de morale un petit peu à la Tim Burton que j'aime énormément parce que ça fait partie de toute la culture que j'ai eue et de la manière dont moi je me suis, comment dire, fondée, formée en étant adolescente. J'ai trouvé beaucoup d'inspiration à ça, à trouver beaucoup de lumière dans des choses sombres, à trouver de l'espoir parmi les drames et à essayer de me rattacher à toutes ces choses-là et avoir ce sentiment toujours... Enfin moi personnellement ça m'a toujours beaucoup aidé de regarder les Tim Burton et de me dire que rien n'est parfait, qu'on peut trouver du beau même dans les moments difficiles et on peut trouver de la lumière même dans les moments sombres et ce même avec les personnes. Et là j'ai un peu ressenti ça, j'ai un peu ressenti la grâce de ces belles paroles qui vous font accepter des choses, qui transmettent des messages et je l'ai trouvé sublime. Je déplore que ça soit aussi court parce que c'était vraiment très beau et au travers de toute cette famille Rapunzel, on traite tout ça, la différence, l'acceptation, cacher qui on est vraiment, puis l'assumer, le harcèlement qu'on peut avoir du fait d'être différent, toutes ces choses-là étaient là et c'était vraiment un très bel ouvrage que je peux vous conseiller, mais voilà, il faut se dire, il est court, les textes sont pas... voilà, les textes à chaque fois sont très courts, hein. Mais en tout cas, c'était... Waouh, je suis vraiment un vampire là. En tout cas, c'était vraiment un très très bel ouvrage et je peux que vous conseiller parce que Benjamin Lacombe, quoi. Voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Il était assez long parce que j'ai lu beaucoup de choses. Enfin, j'espère que du coup, vous avez quand même tenu jusqu'au bout et que l'aspect vampire de la lumière ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et ça permet de me soutenir sur YouTube et également de vous abonner. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.